Bonjour Yann. Et Alors, bonjour Elodie. je te connais maintenant depuis quelques années et je voulais que tu sois mon tout premier invité pour cette toute nouvelle rubrique que je lance et que j'ai intitulée Le Monde Autrement. Un petit rappel pour nos auditeurs sur ce qu'est cette rubrique Le Monde Autrement. En fait, chaque mois, je vais vous proposer une interview vidéo d'un professionnel des métiers de l'humain et donc qui sont aussi des personnes qui m'inspirent par leur singularité, par leur humanisme, leur vision du monde et leur engagement professionnel. Et Yann, aujourd'hui, j'ai envie de te donner la parole pour que tu nous partages ta vision et ton histoire, et que derrière aussi, derrière le professionnel, on accède à l'homme et qu'on comprenne ce qui t'anime. Alors, pourquoi j'ai voulu te donner la parole? Il y a plusieurs choses. D'une part, ta manière d'incarner tes missions m'intéresse, mais pas que. Alors, évidemment, je pense qu'on a des valeurs communes, mais ce qui me plaisait aussi, c'est, je pense, hein, ouais, Oui, je peux confirmer. bon, voilà. Ce qui me plaisait aussi, c'est que ton mode de vie, tes multiples projets, donc voilà, tu as des projets, tu es souvent sur plein de projets professionnels, culturels, artistiques, sportifs, tu fais des tours du monde en famille aussi. Tout ça, pour moi, ça montre un certain un goût de la vie et une certaine idée de la liberté. Et comme tu sais, la notion même de liberté est importante pour moi. Donc, voilà pourquoi aussi je t'ai choisi. Et j'aimerais donner la parole donc aux professionnels, mais surtout à l'homme que tu es, si tu veux bien. J'accepte. T'acceptes? Ça tombe bien. Bon. Alors, tout d'abord, Yann, peux-tu te présenter à nos auditeurs? Quelles sont tes fonctions, tes domaines d'expertise? Alors, j'ai une vie, comme tu l'as dit, qui est pleine de projets, ce qui fait qu'en fait, quand tu me demandes de me définir comme ça, forcément, ça passe par plusieurs étapes. Et puis, dans une toute première vie, j'étais professeur d'éducation physique. Alors, tu as évoqué des questions de rapport au sport, au corps. Donc oui, ça c'est important. Donc j'ai été ça. Et puis, j'ai été en charge de la formation des enseignants assez rapidement. Et dans ce domaine-là, le domaine de l'éducation physique, on a un rapport au savoir qui est un petit peu particulier parce que pour beaucoup, on est des profs de sport, quoi. C'est un peu difficile de se définir. Et donc, on est très nombreux à avoir une dérive vers les sciences de l'éducation. Et je dis bien dérive parce que des fois, c'est qu'on se cherche. Et donc, moi, j'ai été amené à faire des sciences de l'éducation et notamment dans le domaine de la pédagogie pour adultes, de la formation des adultes et autour de concepts qui correspondent cette fois plus à mes valeurs, qui sont ceux de l'accompagnement, le grand champ de l'accompagnement, et puis de la réflexivité, de la prise de conscience de soi en tant que professionnel. Donc vraiment, c'est une trajectoire qui m'amène actuellement à intervenir aussi bien dans le champ de la formation des enseignants que dans divers secteurs autour de ces questions d'accompagnement et de réflexivité principalement. Donc voilà, ça c'est vraiment mon champ professionnel. Mais dit comme ça, c'est peut-être pas complètement… c'est un peu froid, quoi, hein, ça. Et tu exerces où, du coup? Alors, je suis enseignant à l'université en Corse, mais de plus en plus, j'interviens dans pas mal d'institutions, que ce soit en Europe, donc en Belgique, en Suisse, notamment avec d'autres personnes que tu connais et que tu recevras, j'espère, dans cette chronique. Du côté de la Suisse, des gens comme Marc Thiebaud, Sephora Boussena, voilà, avec des gens avec qui je bosse beaucoup, on écrit beaucoup. Et c'est des institutions de formation dans tous les domaines, là, dans la santé, dans le travail social, dans le management éventuellement. Et on peut dire Donc, que tes travaux de recherche, ils portent sur l'analyse réflexive en grande partie. ouais, analyse de pratique, réflexivité. Et donc, c'est un champ que j'essaye de définir parce que c'est un champ qui est très à la mode, mais aussi très polysémique et donc très polémique, sans jeu de mots. Ouais. Ok. Alors, j'aimerais que tu nous partages ce qui t'anime en fait dans l'éducation et la pédagogie. Ce sont des sujets qui sont importants pour toi. Quels sont en fait tes combats, ton cheval de bataille, tes engagements? Je ne sais pas comment tu les formulerais toi, mais L'idée, je t'ai déjà parlé voilà, de l'accompagnement, de la réflexivité, de cette prise de conscience. Je crois qu'il y a quelque chose qui est central autour de ça, c'est la question de l'humain. Tu as parlé des métiers de l'humain en introduction, mais c'est cette place de l'humain. Qu'est-ce qu'on est capable d'accorder à l'humain pour qu'il soit réellement au cœur du projet? Et l'éducation, et si tu parles de cheval de bataille, l'éducation a très souvent été conçue comme
quelque chose qui était extérieur au sujet. C'est-à-dire qu'on lui apporte du savoir. C'était cet idéal républicain au début avec Jules Ferry, hein, Ouais. cette idée finalement que le savoir est à donner à tous, c'est égalitaire et l'accès au savoir va permettre le développement d'une société plus harmonieuse, plus démocratique, plus… Et puis, l'histoire nous montre, mais moi, mon expérience personnelle aussi, rapidement, assez jeune, me montrait que finalement, l'accès au savoir, ce n'était pas suffisant. Il y a des salauds qui savent beaucoup de choses, et pourtant, ça Ouais. reste des salauds. Et je dis des salauds au sens où ils n'ont pas cherché à faire le bien des autres, et ils ont Ouais. cherché à se promouvoir eux-mêmes en dominant les autres. Donc, mon cheval de bataille, s'il n'y en a qu'un seul, c'est ça. C'est qu'à un moment, tout ce qui est de l'ordre du savoir, de l'acculturation, que ce soit au service de la personne, parce que la personne, elle est dans un projet personnel d'émancipation, et que ce ne soit pas extérieur à lui. Voilà, s'il y a un cheval de bataille, c'est ça. Donc, tu dirais que c'est qu'est-ce qu'on fait du savoir et on peut en faire quelque chose de très beau avec une intention de bienveillance derrière et comme on peut en faire un outil de pouvoir, c'est ça un Oui, outil alors c'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire que finalement, cette idée de savoir, c'est aussi celui qui le construit. C'est que ce n'est pas un savoir qui est validé, qui est le savoir des savants, c'est aussi celui qu'on peut construire soi-même. Un savoir Oui, d'expérience, un savoir-faire qui se construit avec une vraie expérience, avec un engagement dans la vie. Et là, il y a quelque chose qui donne une réelle place à l'acteur. Un acteur qui s'engage, qui est dans cette dynamique de construction de soi-même à partir de ce qui est extérieur à lui, mais aussi à partir de toutes ces dynamiques, sa force qu'il a en lui. Et je pense que c'est des choses qui rejoignent parfaitement ce que tu développes toi, vraiment en étant centré sur la personne, voilà. En étant centré sur la personne et que finalement ce soit son projet. Alors c'est quelque chose de très complexe parce qu'en matière d'éducation, si je dis, c'est un paradoxe de Kant, ça, il dit je veux que tu sois autonome. Si c'est moi qui veux que tu sois autonome, déjà tu n'es plus autonome. Et donc c'est complètement paradoxal, contradictoire. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de gommer la contradiction, mon cheval de bataille, c'est de faire avec cette contradiction même du processus oui. éducatif. Où C'est c'est d'en quelqu'un… avoir conscience, c'est aussi d'en avoir conscience et de faire avec. Exactement. Et que cette conscience soit à la fois pour celui qui apprend, mais aussi pour celui qui enseigne. Et c'est là, Mm. moi, dans mon domaine, c'est que celui qui enseigne doit être conscient qu'il est dans un processus déjà d'extériorité par rapport à l'apprenant. Il veut qu'il apprenne ça. Et donc, c'est pour son bien, d'accord, mais son bien, c'est lui qui le définit, c'est lui qui définit le type de savoir. Donc, l'idée n'est pas de rompre avec le processus de culture, parce que c'est de la culture finalement, hein, cette transmission. Donc, Oui. l'idée, c'est pas de rompre avec la culture, c'est de transformer le rapport à la culture. Et ça, Mm. l'éducation, à mon avis, c'est le lieu de l'intelligence même de la transformation du rapport à la culture. C'est là où on peut faire quelque chose. Mais pour ça, il faut à la fois ne pas rendre ce savoir mythique, c'est-à-dire c'est un mythe, voilà, et il ne faut pas non plus penser que l'individu est tout puissant, seul, isolé des autres. Mm. Donc c'est vraiment ce rapport entre soi et l'autre dans un processus de négociation, de permanence, ça frotte aussi, il y a du conflit, oui, le conflit en éducation c'est fondamental et c'est tout ce processus-là dont la complexité fait un peu peur parfois parce qu'elle met en insécurité lorsqu'on est professionnel. Mm. On perd le savoir et puis d'un seul coup l'autre nous dit qu'il n'est pas d'accord avec nous, ou là, qu'est-ce qu'on fait du conflit? Est-ce qu'on essaye de le virer ou est-ce qu'on en fait un vrai objet? Et tout mon Mm. travail, dont la réflexivité, c'est autour de ça. Et donc, je pense que le paradigme de l'accompagnement me va bien parce qu'il y a cette histoire de co-trajectoire. Voilà, ce chemin est parcouru ensemble. Et là, je crois que ça donne cœur vraiment à l'idée d'accompagnement. Ok, super. Euh, alors, j'ai jamais assisté à tes interventions, mais on en a déjà parlé. Et moi, je pressens un certain goût pour la créativité et puis aussi un style parfois volontairement décalé. Tu dirais que tu es quel genre de professionnel ou du moins quel genre de professionnel tu souhaites être? Euh, alors, c'est par rapport à tout ce que je viens de te dire, tu vois qu'il y a des valeurs qui sont assez fortes, hein, Oui, de bienveillance, de reconnaissance de l'autre. oui, Et toutes ces valeurs-là, on pourrait en avoir une représentation d'un accompagnement très en douceur. Par oui, exemple, laisser beaucoup de place à l'autre, oui, ça paraît logique puisqu'on est centré sur la personne. Et dans mon style d'intervention, moi, je ne oui, suis mon pas tout style à à fait toi. comme ça. Moi, je suis pas tout à fait comme ça. Je suis C'est plutôt dans comment? la provocation, je suis plutôt dans bouger les choses, je suis plutôt dans aller dans les zones où ça grince, accepter les zones où ça grince, mais avec un principe qui est de systématiquement, et ça, je dirais que c'est ma règle d'or, en matière d'éducation, mais éducation au sens large, à la fois dans mes formations Mm. d'adultes,
mais avec mes enfants aussi. C'est que si à un moment, on est dans des décalages qui coincent, qui font que les gens sont à la limite de se bloquer dans ce qu'on leur propose, il faut toujours qu'il y ait des portes ouvertes. Et ces portes ouvertes, elles sont de toutes les natures. Elles peuvent être centrées sur l'objet sur lequel on travaille, mais elles peuvent être aussi des portes ouvertes affectives, c'est-à-dire d'être là en soutien. Elles peuvent être des portes ouvertes sur la créativité en disant, bon, et alors si on allait ailleurs? Et donc, en fait, ce que je fais, moi, c'est j'essaye de beaucoup travailler sur les situations de décalage et de conflit, conflit au sens socio-cognitif, c'est-à-dire des choses qui sont en dissonance. En gros, pourquoi il nous pose cette question? Où est-ce qu'il nous amène? Et souvent, je dis par rapport à ça, c'est pas parce que on ne sait pas où on va qu'on va nulle part. Et donc, il y a vraiment cette idée d'ouvrir des portes en permanence. Et donc, mes espaces de formation, c'est plutôt des espaces de portes ouvertes. Voilà. C'est-à-dire, je vais lancer des questions qui provoquent, je vais lancer des situations d'enseignement qui sont complètement en décalage. Je t'avais évoqué des choses un petit peu, voilà. Tu veux nous donner un exemple? L'urinoir de Duchamp, par exemple. Je projette à des premières années de sciences de l'éducation l'urinoir de Duchamp. Je le mets à l'envers dans l'image. Ils sont 120 dans l'amphi. Et je dis, à quoi vous pensez maintenant? Et ce cours fait 3 heures. Et en fait, c'est pour amener à la conception de ce qu'est la didactique. C'est parce que la didactique, c'est une construction d'un savoir à propos d'un objet en vue d'une transmission. Et donc cette idée-là, eh ben, l'urinoir, dans les questions que les étudiants se posent, ils disent « mais il est fou le prof ». Et donc c'est un rapport au savoir, c'est intéressant ça, le rapport à celui qui transmet. Et puis il y a l'autre qui dit « mais attends, mais c'est une image » et puis qui va commencer à décrypter l'objet. Et donc il y a une forme de didactisation, remettre en mots, alors que ça part d'une situation improbable. Et j'ai des étudiants qui quittent la salle et qui disent « c'est pas possible, ouais. Moi je veux avoir du savoir ». Et donc la porte ouverte, c'est que la séquence d'après, la porte leur est ouverte et ils reviennent. Et donc là, on va essayer de reconstruire quelque chose. Et puis j'envoie des mails en disant, vous avez vu, provoquant, hein, on va où ensemble en fait? C'est quoi le sens de ça? Ben, je dis, c'est dommage, vous avez raté la fin. Au bout de 3 heures, on a eu la réponse à l'énigme. Donc on a réfléchi à savoir comment on pouvait faire pipi dans un urinoir quand on était un enfant de 3 ans par rapport à un adulte. Et donc tu vois bien que c'est de la provoque, quoi. Parce que ça oblige. J'ai le sentiment que tu n'es pas, parce que tu disais je vais là où ça gratte et tout, tu me dis hein, si je me trompe, que tu n'es pas dans la provocation, dans la relation à l'autre, mais dans ce que tu peux proposer qui est une forme de décalage avec une intention pédagogique clairement derrière. Mais clairement aussi, je prends des risques. Je prends des risques même en matière de relation. C'est-à-dire qu'à un moment, mes provocations, elles sont jamais malveillantes. Mais par exemple, elles peuvent être un miroir. C'est-à-dire, moi, de là où je suis, ce que je vois de ton attitude, c'est ça. Donc, ça peut paraître très jugeant, mais attention, c'est moi, de là où je suis, je vois ça. Qu'est-ce qu'on en fait de cette attitude-là? L'étudiant qui quitte le cours. Qu'est-ce qu'on en fait? Je renvoie à ça pour qu'il y ait une prise de conscience et que ça devienne un objet d'accompagnement où on puisse derrière travailler. Donc, il n'y a jamais de malveillance, mais pour un observateur qui serait complètement extérieur et qui ne voit pas le processus complet, il pourrait penser que c'est une attitude très jugeante, très normative, très autoritaire. Pourquoi pas? Et c'est là où je te disais que mon style est peut-être pas dans une douceur complète qu'on pourrait trouver dans le milieu de l'accompagnement. Voilà. Mais en fait, il faut être là dans le processus, puisque c'est un objet de réflexivité, quoi. C'est un objet Tout à fait. L'occasion de faire de la métacommunication, et c'est ça. Hein. Donc l'idée, c'est aussi de trouver des objets qui parfois sont un peu complexes et déstabilisants parce que ceux-là sont porteurs, sont très riches. Et pourquoi, par exemple, là dans l'exemple, je le fais sur les premières années? Parce que je pense que leur rapport au savoir en rentrant à l'université doit se transformer. Il y a quelque chose de très consommatoire au lycée, très utilitariste au sens de passer un examen. Et si l'université n'est pas le monde de l'intelligence, alors je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, c'est bien un moment là où on doit transformer cette forme de rapport au savoir. Et les étudiants ont un rapport… Alors là, je te parle d'étudiants de première année, donc ils ont 18, 19 ans, ils sont très jeunes, donc il faut les accompagner beaucoup. Ça doit les chambouler. Ça doit les chambouler. Exactement. Donc, il faut être accompagnant. Oui. Merci pour cet exemple qui est en plus extrêmement parlant, tu vois, parce que c'est devenu très précis ce que tu disais avec ce super exemple. Si tu veux bien, je t'invite à repenser à ta trajectoire personnelle et justement à dire comment tu en es arrivé là. Qu'est-ce qui, dans ton histoire de vie, quelles sont les sources, les origines des influences de ton engagement en fait?
Alors, si je Tout ça vient, voulais, tout ça, là. Voilà. ouais, si je voulais éviter de répondre à ta question, je dirais, mais Émilie, c'est le mystère de la vie. Et, Mais tu ne le feras pas. et je ne le ferai pas, bien sûr, je vais essayer de te répondre. Euh, c'est très jeune, on m'a renvoyé à quelque chose, c'était assez marrant ça, une vision de la vie qui était entre l'inné et l'acquis. Tu sais, il y avait le don, il y avait ceux qui savaient, il y avait ceux qui pouvaient, il y avait, voilà, peut-être avec des théories bourdieusiennes, finalement, il y avait ceux qui avaient du patrimoine, de la ressource, et puis il y avait les autres. Et moi, j'étais du côté des autres, parce que j'étais dans une famille assez pauvre, et je me suis dit, Oui. c'est bizarre, mais dans une famille assez pauvre, il y a de la culture, il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut pour bien vivre. Et donc, j'ai Ouais. pas besoin d'argent, j'ai pas besoin. Donc ça, c'est un premier rapport qui penche plutôt du côté de l'acquis, c'est-à-dire qu'on peut vivre et construire plein de choses en fait dans sa vie. Donc ça, c'est la première chose. La Mhm. deuxième chose dans la trajectoire, c'est qu'il y a aussi un mythe familial avec un arrière-arrière-grand-père qui Oui. a rédigé en grande partie la loi de 1901 sur les associations, la liberté de création des associations, et qui a été au gouvernement, qui était ministre pendant la loi de 1905. Donc c'est-à-dire séparation de l'Église et d'État. Donc, c'est des gens qui étaient très engagés, très forts politiquement, avec une vraie Oui. vision sociale. Et ça, c'est marrant parce que c'est du côté de ma mère et c'est mon père qui a été fouiné dans ses archives parce que ça lui correspondait plus en termes d'affinité politique. Et donc, il a Mhm. été fouillé et il a retrouvé toutes les archives familiales correspondant à ça. Et donc, c'est devenu un véritable historien de cette période qui est un moment, à mon avis, fondamental à la fois en termes d'espoir, cette période du début du XXe, hein, en termes d'espoir, mais aussi de paradoxe. L'espoir, c'était de ne plus être dominé par l'Église, par tout Mhm. ce contexte-là très normatif, très oppressif. Donc, Oui. ça commence avec les lois de Jules Ferry, hein, dont on a parlé, et puis ça se poursuit avec cette loi de séparation de l'Église et de l'État, 1905, et qui paradoxalement, s'inscrit aussi dans le moment où on se met à croire en la science à tout va. Et en fait, on remplace presque une religion par une autre, qui est le Ouais. positivisme, la croyance dans la science. Et donc, à la fois, moi, c'est une grosse source d'inspiration, mais quand j'ai commencé à être un petit peu adulte, je me suis dit, mais attends, mais si on croit en la science comme on croit, c'est-à-dire qu'on a une foi en la science comme on a une foi en la religion, en fait, on ne change pas. Et Mhm. du coup, ça m'a amené à aller, ma trajectoire, elle est plutôt à aller à interroger l'incertitude, l'épistémologie, comment se construisent les connaissances, la complexité chez Morin. Et donc, dans ma trajectoire de vie, c'est à chaque fois des petites rencontres qui m'emmènent à penser à côté. Chaque Oui. fois, une petite réflexion. Alors, mon père, qui est très anarchiste dans sa tête, et puis qui, d'un autre côté, me trace cette histoire familiale où on a un des grands leaders de la construction républicaine française, qui est dans la Mhm. famille, tu vois. Mais à côté de ça, on est des pauvres. Donc, nous, on est resté le peuple. Donc, tu vois, Mhm. il y a toutes ces contradictions qui sont là. Et puis, je pense, quelque chose de fondamental qui m'arrive, moi, au moment de l'adolescence. Alors, tu voulais que je parle de moi, allez, j'en parle un petit Bah oui, peu. oui, 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 oui. Euh, Oui. au moment de l'adolescence, c'est que je le conscientise pas tout de suite, il me faut un petit peu de temps pour le conscientiser, c'est que en fait, tout ce qui va être euh, euh, tout ce qui va être égoïste pour moi me Oui. permet d'être mieux et donc d'être plus généreux avec les autres. Et en fait, c'est exactement la complexité de Morin, c'est-à-dire les dialectiques. C'est que les opposés, dans le monde actuel, on veut les opposer et les séparer. Et moi, très rapidement, je me suis dit, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus je suis égoïste, plus je suis altruiste. Mhm. Plus je pense à moi, plus je suis capable de donner aux autres. Mhm. Les autres, je donne aux autres, plus ils me renvoient à moi, et donc plus je peux être égoïste. Et donc l'égoïsme et l'altruisme qui peuvent paraître complètement contradictoires, ben moi j'ai eu la chance de les vivre ensemble. Et donc c'est formidable quand on veut être éducateur, ça. Parce que plus on va donner, plus on reçoit. Donc Mhm. c'est absolument génial. Si tu pars sans la volonté de recevoir, tu reçois encore plus. Mhm. C'est un geste qui est. Voilà. Et quand j'ai compris ça, moi, ma trajectoire de vie, elle est celle-là. C'est-à-dire que plus je vais donner, plus je vais recevoir, plus je vais être heureux, moi, de façon complètement égoïste. Mhm. Et, Mhm. et, et cette contradiction apparente, finalement, pour moi, elle n'est qu'apparente. Pour moi, c'est ma trajectoire de vie, c'est ça. Et il crée une cohérence, en fait. Et ça crée la cohérence parce qu'à chaque moment, je me dis, bah, il n'y a aucune culpabilité à être égoïste, parce que je sais que ça sera une capacité à redonner. Et puis, il n'y a Mhm. aucun sentiment de missionnaire, tu vois, contrairement à Mhm. ce qu'il y avait au début de l'école républicaine, par exemple. Moi, Mhm. je ne suis pas en mission, je suis en mission pour rien de ce fait-là. Juste Mhm. quand je donne, en plus, je reçois. C'est incroyable. Et Mhm. c'est tellement simple, en fait. Et là, je crois qu'on a, tu vois, tu disais qu'est-ce qui m'anime. Ben, c'est vrai qu'en voulant être prof,
je crois qu'il y a ça fondamentalement, c'est-à-dire de donner la chance aux autres de pouvoir vivre une telle expérience apaisante. Alors que comme tu le vois, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'ai mes mains qui bougent, je fais de la pédagogie très provocante, donc je suis hyper actif. Et pourtant, j'ai l'impression d'être apaisé par cette dialectique entre égoïsme et altruisme. Donc voilà, là c'est bon, je te parle de moi, mais Oui, il y a voilà, vraiment mais la c'est une vraie conscience des trajectoire. paradoxes. Non, mais c'est intéressant de voir aussi comment on se construit et comment sa vision du monde, elle vient aussi de sa trajectoire et éventuellement d'ancêtres aussi, hein, Ouais, ouais, tout à comme fait. tu le dis, hein, ça se construit Mais aussi avec ça. avec des forts médiateurs que sont mes parents. Parce que c'est eux qui Oui, m'amènent à ça et c'est eux aussi qui me donnent le cocon de sécurité affective oui, qui me permet de construire cet équilibre sans jamais en avoir peur. oui, oui, À oui. un moment, si je ressens la culpabilité de l'égoïsme, c'est pas grave parce que je suis accompagné. Et on me dit, tiens, tu es égoïste, mais on ne me juge pas. Mhm. Et donc, cette absence de jugement, c'est quelque chose qui facilite le fait de passer quand on se construit à l'adolescence, qui Tu, permet de grandir en se disant, bah, tiens, les choses sont beaucoup plus complexes que ce que voudrait nous dire une norme ou une morale. tu acceptes tes paradoxes et les Ouais. paradoxes en soi. Et, Mm. en ce sens, c'est le couple entre la réflexivité, se regarder, et la Mm. complexité, ce Oui. paradoxe, qui crée cet apaisement, ce que j'ai appelé une sorte d'apaisement, quoi. Et je crois me souvenir également qu'enfant, tu as évolué dans une école dite alternative. Et comment cette expérience t'a nourri, justement? Alors, c'est pas exactement une école alternative, mais j'ai eu Alors, dis-moi. une instite. C'est mon école de village, en fait. Donc, c'est un peu Oui. le parcours à la Freinet, quoi. Parce que Freinet, quand il met en place ces pédagogies complètement modernes, décalées, innovantes, c'est dans une école de village laïque, républicaine, publique. Donc, moi, c'est l'école de mon petit village, quoi. Une école voilà, où il y a des fils de paysans avec moi et où voilà, mon père, il n'a pas de boulot à ce moment-là et je vais à l'école. Et en fait, j'ai une instite qui, elle, est complètement alternative, très inspirée par les pédagogies Freinet. Mhm. Donc avec qui je suis toujours en contact très proche. Donc je l'ai en CP et en CE2, je l'ai 2 années, et Oui. c'est des années qui me marquent profondément parce que c'est justement des années où on t'ouvre la porte à tout et on te dit c'est pas grave, je suis quelqu'un qui est très mauvais en orthographe et en grammaire, vraiment, c'est-à-dire que j'ai passé mes examens, je me demande comment, mais j'ai quand même un doctorat, une agrégation externe. J'ai plein de diplômes comme ça dans lesquels je suis passé par l'écrit, mais il a fallu que je fasse un petit peu de la conformisation. Mais elle m'a dit, c'est pas grave, l'essentiel n'est pas là. Elle m'a dit, Ouais. l'essentiel, il est dans le fait que tu puisses te raconter, t'écrire, imaginer, rêver. Et donc, pendant 2 années, c'est génial. Avec elle, on rêve, on imagine, on se crée. Alors, ça n'a pas marché pour tout le monde, par contre. Oui. J'ai d'autres élèves de ma classe, des copains qui, ben, eux, ne se sont pas autorisés. Alors, je ne sais pas pourquoi, à l'époque, je n'avais pas de quoi analyser, mais ils ne se sont pas autorisés à aller dans cet imaginaire, dans cette créativité. Et donc, pour eux, le bilan est peut-être moins émancipateur que ce que Mhm. moi j'ai vécu. Et donc, cet instinct, je crois qu'avec elle, j'ai appris quelque chose de formidable. Je ne l'ai pas appris formellement, hein, je l'ai appris par l'expérience réellement. C'est qu'il il y a comme principe derrière ce qu'elle faisait, ce n'était pas du tout une théoricienne, hein. Mais moi, je l'ai théorisé comme ça, qu'il y a un principe d'éducabilité inconditionnelle. Tout le Mhm. monde peut être éduqué, quel qu'il soit. Quelle que Mhm. soit sa situation, quel que soit le temps qu'on lui donne, on ne peut pas renoncer à l'humain. Voilà. Et donc, il y a cette sorte de générosité tentaculaire. C'est des tentacules qui partent partout en direction de tout le monde. Et si quelqu'un est loin, on va le chercher très loin et on le ramène. Et on lui dit, tu as ta place avec nous. Même si Mhm. toi, tu veux être rebelle extérieur, tu as ta place en tant que rebelle, en tant qu'extérieur. Et Mhm. je trouve ça Mhm. génial. C'est vraiment une Ouais. vision qui, moi, j'ai trouvé que ça permettait à chacun de s'épanouir réellement, même si je te dis que le bilan était peut-être moins productif pour d'autres. Je ne peux pas l'évaluer, mais j'ai pas l'impression dans les gens, parce que je vois toujours les copains de cette époque-là, j'ai l'impression D'accord. que ça nous a tous marqués. Voilà. Ça n'a pas laissé indifférent, mais en tout Non. cas, toi, ça a été important dans. Mais encore une fois, quand je te disais dans ma réponse précédente, c'est parce que aussi il y a un relais familial sur ces questions. Le relais Oui, familial, c'est c'est que un ensemble. cette institutrice, elle est devenue la meilleure amie de ma maman, Mhm. tout de Mhm. suite, parce que c'est Mhm. cohérent, c'est des valeurs, voilà, il y a Oui. une bienveillance qui est totale et qui fait que, bah oui, c'est un tout, quoi. On Mhm. avance ensemble. Et quand tu as la chance d'avoir un adulte qui te regarde à hauteur de regard, qui se Mhm. dit, je suis juste comme toi, sauf que je suis à un autre moment de ma vie, bah, Mhm. ça donne une confiance énorme, quoi. J'imagine, Voilà, ouais. c'est quelque C'est chose de super. très libérateur. Voilà. Et Ouais. quand on est sensible à ça, parce que la culture familiale t'ouvre à ça, bah, tu as une réceptivité qui est débordante, quoi. Mhm.
Et c'est pas la suite de mon parcours parce que l'école m'a pas du tout éclaté, quoi. J'y allais parce que j'avais plein de copains, c'était super, j'apprenais des choses. Mais en soi, les profs, ils m'ont très rarement regardé à hauteur d'homme. Hmm. Tu vois, comme j'avais eu la chance de le vivre Mais avec cette hostie. justement, tu as vécu un décalage et tu as pu reconnaître Tout à réellement ce fait, qu'elle avait tout pu à fait. mettre Ça en me place permettait et ce ça que me ça avait permettait produit en toi. et donc de voir aussi ce que j'avais peut-être envie de faire par la Oui, suite. ouais. Donc de redonner cette égalité de regard, quoi, de hauteur Hmm. de vue. Alors justement, selon toi, il faudrait, pour changer le système éducatif, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer, j'aime pas trop ce verbe, mais je vais le dire quand même, qu'est-ce que tu préconises? Préconiser rien, bien sûr, parce que je n'ai pas été appelé pour le dernier remaniement ministériel, hein, mais j'espère que j'aurais su trouver les mots pour refuser le poste au gouvernement. Non, non, mais tu as raison, c'est une question Donc, fondamentale. tu Et t'imagines un petit peu voilà, le ouais, ouais. système, ce qu'on pourrait faire, ce qui pourrait tendre vers toi, ton idéal aussi. Ouais, alors la première chose, c'est de te dire que ce qui tendrait vers mon idéal, déjà, c'est pas un idéal qui est figé, c'est très Mm. heuristique, c'est vraiment, il faut tester des choses, c'est très révolutionnaire, quoi. Ça tourne en permanence, on teste des choses, on les évalue, on avance, on imagine, on crée. Donc il n'y a pas d'idée figée de ce que ça pourrait être déjà une école. Et la deuxième chose, c'est que très concrètement, elles existent, ces écoles dans lesquelles moi je me sentirais bien et en cohérence. Sauf que pour Oui, l'instant, c'est pas les écoles du peuple, c'est-à-dire de la masse. Et là, tu vois que tout ce que je t'ai dit avant sur la démocratie, la République, dans mon histoire, moi, je suis un enfant de l'école républicaine. Je vais mm, à l'école tout simplement parce qu'elle est gratuite. Sinon, je ne serais mm, pas allé à l'école. mm. Donc, il y a cette idée de ça doit être pour tous. Toute alternative pédagogique, malheureusement, comporte, avec toute la bienveillance la fonctionnalité qu'elle a, une forme d'élitisme potentiel Oui, et oui. d'accès réduit, même en discrimination positive, quoi. Ce Donc, qui n'était pas le cas au départ, au moment où les choses ont été conçues pour cette, en tout cas, pédagogie alternative, ce n'était pas le projet, mais c'est devenu non. quelque chose d'un peu Mais mais ça peut le devenir très facilement, voilà. Même oui. s'il y a des endroits où c'est des enfants de classe sociale défavorisée, voilà, il y a des projets Mm, comme ça. Mais l'idée, c'est quand même comment on peut porter un regard sur ce qui s'offre à tous. Et donc, c'est là où moi, je réinjecterai, je ne vais pas te donner de grandes recettes, j'ai écrit un bouquin là-dedans où je propose plein de pistes pour être créatif, pas des solutions, mais des pistes pour être créatif. Euh, mm, Ce qui me semble fondamental, c'est de redonner une place à l'expérience dans l'école. mm. C'est-à-dire de pouvoir imaginer que ce n'est pas l'apprentissage du savoir, la rétention du savoir qui est fondamentale, mais c'est bien ce rapport au savoir dans une expérience. C'est-à-dire comment on rencontre le savoir et comment il se crée aussi du savoir qui n'était pas planifié par un enseignant émerge. Et donc, c'est plutôt l'idée d'une expérience. Si on pouvait réinjecter un peu d'envie de vivre et de créativité dans l'école, ce serait à mon sens par une pédagogie de l'expérience qui serait autant de graines semées. Et donc ça pose une question qui est fondamentale, c'est de dire, est-ce qu'on a une exigence de rentabilité directe dans l'école? Est-ce qu'il Mm. faut qu'on prouve qu'on a appris? Ben, moi, si Ah, je pense mon école idéale, je vais te dire non. L'évaluation, c'est formidable. Évaluer, c'est un acte naturel de donner une valeur aux choses pour pouvoir catégoriser, choisir. D'accord? Mais une évaluation qui se transforme en note systématique, ben, d'un seul coup, ça réduit toute la complexité du monde à un temps T ouais. et à souvent une échelle très arbitraire de la note. Donc, en fait, l'expérience, elle s'inscrit dans une spirale de développement. Et c'est une spirale continue. Et dans une spirale, quand tu fais ce geste, ben, il y a un moment où tu reviens en arrière. Et c'est pas grave de revenir en arrière à partir du moment où ça s'inscrit dans une Mm, trajectoire. Et c'est mm. pour ça que je dis aux étudiants, c'est pas parce qu'on ne sait pas où on va qu'on va nulle part. Et ça, c'est Ouais, très développemental dans ma conception. ouais, ouais. C'est-à-dire vraiment de se donner la chance d'avancer. Euh, et c'est l'expérience qui l'offre ça. Mm, mm. C'est pas la transmission sèche, c'est pas l'instruction. Et donc, tu vois, si tu me demandes quelle est l'amélioration, pour moi, ce serait de laisser une grande place à l'expérience dans l'école. Mm. Expérience au sens faire vivre des choses qui, elles, sont porteuses d'apprentissage potentiel. Ouais. Sans avoir une maîtrise totale de ce que ça va donner, c'est justement laisser aussi cette part à Ni une maîtrise, ni des attendus, ni ni des des attendus, attendus normés, quoi. mais de laisser, mais pas de laisser, mais de suivre aussi le développement. Tout à fait. Et Ouais. donc là, l'accompagnement, tu vois, ça veut dire finalement retrouver une posture d'accompagnement plus que de formateur, même dans l'école. Ouais, oui. Voilà. Donc, Ce que mais tu par opposes, c'est quand tu dis une posture d'accompagnement plutôt qu'une posture de formateur,
C'est-à-dire de ne pas être dans une pédagogie descendante, mais dans quelque Ben, chose où tu vas faire vivre une expérience. même étymologiquement, regarde, rien que le terme de former, tu donnes une forme. Oui, Formateur. Donc voilà, alors qu'accompagnateur, tu ne sais pas ce que va être la forme et tu ne sais même pas si ça prend forme. Ça peut voilà. être un feu d'artifice, quoi. Voilà, ça peut être un feu d'artifice, ça peut être un arbre Ouais, avec plein de branches, ça peut être un gros tronc, ça peut être des petits fruits ouais. au ras du sol, ça peut être. Mais si tu le formes, tu as déjà défini ce que tu attendais. Je l'aime Et, encore plus, ce mot. Le mot d'accompagnement, effectivement. ben Mais voilà, oui, oui, pas voilà mal. là, Ouais. là, je pense que ça fait vraiment sens. Ça fait vraiment un Mm. sens humain dans la capacité d'une graine semée à se développer comme elle le peut, en fonction de son contexte, mais aussi comme elle le veut finalement. Et la réflexivité, pour moi, c'est l'outil de la volonté, du pouvoir d'agir. Mm, mm, Et mm. là, voilà. Et là, je crois qu'on a voilà, un grand système qui fait une école un peu différente. Alors, c'est très compliqué parce que l'école, quand elle attend des notes, quand elle attend d'avoir un bac, un brevet, un passage de classe, des redoublements, bah, elle est hyper normative. Elle est Mm. obligée de définir ses attendus. Et c'est un problème du programme républicain, ça, de l'idée même de la République, qui dit il faut qu'il y ait un certain nombre de choses auxquelles tout le monde ait accès. D'accord. Mais à partir du moment où on dit ça, ben, ça crée des exigences, des exigibles. Et il y Mm. a des exclus et il y a des modèles dominants de pédagogie qui se mettent en place pour apprendre ce minimum. Et Mm. donc, ce n'est pas Mm. très ouvert, en fait, comme vision de l'école, ça. Mais c'est Mm. un des paradoxes. Encore une fois, le je veux que tu sois autonome dont je te parlais au début, son paradoxe décliné en termes républicains, c'est l'idée de programme. Ouais. Alors qu'en accompagnement, tu ne vas pas définir un programme. Tu vas le construire, tu vas le faire évoluer, tu vas le en tout Ah cas, bah moi, ouais, tel que je ouais. le conçois philosophiquement, on va dire cette fois. L'accompagnement standardisé existe aussi, hein. Bien Mais sûr, bon, bien sûr. voilà. Tout à fait, mais c'est pas celui qu'on partage tous les deux. Oui, auquel tu penses là. Voilà. Et du coup, Yann, comment toi, à ton niveau, tu penses contribuer au monde? Comment oui, comment tu contribues au monde à ton niveau? Bah, encore, je vais contribuer de façon paradoxale. Chaque fois que je respire, je prends de l'air à quelqu'un d'autre. Chaque fois que je fais le tour du monde, je pourris mon bilan carbone. C'est-à-dire, c'est ça. Hein. Et je te parlais du paradoxe égoïsme-altruisme. Mais par contre, tous les matins, je me pose la question de savoir qu'est-ce que je fais pour le monde qui change et qui peut-être doit changer par rapport à ce que sont les trajectoires globales. Quoi. Voilà. Quand je vois mon quotidien, la vie de mes enfants, je me dis, ouais, quelle chance j'ai. Mais si moi j'ai de la chance, ça veut dire qu'à côté de moi, il y en a qui ont moins de chance. Euh, Ouais. donc, donc oui, ta question, elle est fondamentale, elle est de se dire comment est-ce qu'on peut participer à ce changement du monde. Alors, je ne vais pas te faire la Ah, longue liste. comment toi? Oui, oui, tout à fait. Mais moi, je ne vais pas te faire la longue liste de mes projets, mais mes projets, ils sont, tu l'as un petit peu dit au début, j'ai des projets qui sont dans le domaine culturel avec la promotion artistique. J'ai Mm. des projets qui sont dans le domaine sportif, où je fais du bénévolat dans des clubs, où je suis très investi dans les milieux associatifs. On fait de la diffusion scientifique avec des collègues, où on organise 28 conférences avec des conférenciers internationaux et puis des conférences qui sont quasiment gratuites pour faire venir tout le monde. Voilà, donc c'est plein de projets, mais tout le monde n'a pas à être hyperactif, quoi. Donc, je veux dire, changer le monde, Oui. c'est aussi cette double dimension du global, du local, du petit Mm. geste, Mm. du colibri, quoi. Moi, je fais ma Mm. part du Mm. travail avec des fois des tout petits gestes. Quand je vais trier mes poubelles, bah, j'ai l'impression que je participe à changer le monde. Est-ce Mm. que ça va changer le monde si mes poubelles sont remises tout ensemble? Bah, non, concrètement, non. Mais par contre, moi, la démarche, elle sera faite et les gens qui sont autour de moi, bah, on va participer à quelque chose. Donc, c'est d'être très conscient de la portée de ce que l'on fait. Alors, Mm. moi, quand je travaille avec des formateurs, c'est tout bête, mais j'ai 100 étudiants qui vont être profs. Ces 100 étudiants, ils vont rencontrer 15 000 élèves dans leur carrière. Bah, on voit Ouais, bien qu'il y a des multiplications là. ouais, Mais tout ouais. le monde n'a pas la chance d'être sur ces secteurs de poulie de démultiplication. Donc, il y a des gens qui, au quotidien, bah, en faisant du compost, auront participé à changer le monde. Mm. Donc, à la fois, il n'y a pas de hiérarchisation des gestes. Moi, je sais que mon hyperactivité m'amène à être dans 25 000 projets d'écriture, de collaboration, qui sont aussi bien dans la littérature que dans la musique, que dans le sport, que dans, voilà, on réalise des films, on fait. Mais bon, c'est fatigant, hein, donc je ne souhaite pas à tout le monde d'avoir autant de projets. Hein, Oui, et puis, chacun son rythme. voilà, et puis c'est des choses aussi qui sont toutes petites, Mm. mais là, je viens de finir un petit moment de vacances où avec mon fils, alors bon, les passions familiales forcément se transmettent hein, par Mm. expérience.
Mm. la musique, le surf, l'escalade. Voilà, je partage ça avec mes fils. Et puis là, il y a 3 jours, mon fils, il commence à me prendre des vagues, quoi. Et il prend les vagues mieux que moi. Il a 14 ans et je me dis, waouh, Mm. là, j'ai changé le monde. Tout simplement parce que le petit monde qui est autour de moi, c'est un monde qui est en train de prendre la main, quoi. Et puis, Ouais, je souhaite ouais. qu'ils soient beaucoup plus créatifs que moi, qu'ils aillent encore plus loin et qu'ils se fassent plaisir dans le fait, eux, de le changer peut-être à une échelle autre. Peut-être Bah, pas, on verra. tu sais, tu as fait un petit lapsus à un moment donné, au tout début, tu as dit transmettre et tu as dit transforme à la place. Et Ouais, il y a un peu ça, c'est tout à comment, fait. en Mais transmettant, après, tout ils à vont fait. transformer tout ça Mais et ça va devenir. c'est parce que aussi, fondamentalement, je ne condamne pas la transmission. Tu vois, j'ai Ouais, été critique en début en disant, attention, une école qui ne serait que la transmission, on sait que le savoir brut, quand on le prend, on peut en faire tout et n'importe quoi de ce oui, savoir brut. Donc la transmission seule, non. Mais là, c'est la transmission au cœur d'un processus beaucoup plus complexe et qui ouais. effectivement aboutit à la transformation. Donc voilà, c'est ça aussi, changer le monde, c'est ça aussi, je crois. C'est s'émerveiller d'un enfant qui fait mieux que soi. Wow, Mm, c'est génial, ça, c'est juste formidable, quoi. Donc, mm, et là, je trouve que le monde change devant nos yeux. Et mm. ça, c'est joli, quoi. Ouais, ouais. Alors, pour terminer, ça va être ma dernière question. Comme tu es le premier de cette série de cette galerie de portraits décente, Euh, j'ai intitulé donc la rubrique Le monde autrement. Ça t'inspire quoi, toi, le monde autrement? De toute façon, alors là, c'est ma casquette de théoricien, mais je ne vais pas rester dans ce champ-là, hein. Mais la question, c'est faut-il que le monde soit autre? D'accord? Mmh. Ça, c'est la première question. Et face à cette question, moi, je prends le parti de dire qu'il faut qu'il soit toujours autre. Mmh. C'est-à-dire, c'est très révolutionnaire dans l'idée, mais c'est de se dire qu'en fait, c'est le mouvement qui crée le sens, qui crée l'envie, qui crée la dynamique, qui crée le plaisir, qui crée. Donc penser le monde autrement et un monde autrement, pour moi, c'est le mouvement. Et donc, c'est à la fois, euh, c'est un couple en fait entre l'espoir et la créativité. C'est-à-dire l'espoir de vivre autre chose de nouveau, même pas forcément en condamnant le monde actuel, hein. Juste se dire, allez, on va vivre autre chose. Donc, autrement, oui, bien sûr, tout autrement, en fait, chaque seconde. Euh, et la créativité, c'est-à-dire, ah oui, mais si on veut faire le monde autrement, il va falloir qu'on imagine. Et là s'ouvre un secteur d'émancipation qui, pour moi, est énorme dans tous les domaines de la vie, dans les domaines de la relation, amicale, familiale, sociale, avec des voisins, avec qu'est-ce qu'on va réinventer ce matin. Voilà. Mmh. Donc, pour moi, Mmh. le monde autrement, c'est ça. C'est le matin en se levant, on dit, allez, qu'est-ce qui change? Juste pour le plaisir d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte qui est entrouverte. Et donc moi, quand je te dis je suis hyperactif, en fait, c'est qu'autour de moi, il y a 50 portes entrouvertes. Mmh. Et puis, je vais les pousser. Celle-là, je vais la pousser avec mon Mmh. fils, ou mon plus petit ou mon plus grand sur la musique, puis celle-là sur le sport, et puis celle-là en matière éducative, puis celle-là en écrivant un bouquin, et puis celle-là. Et donc, le monde autrement, moi, ce que ça m'inspire, c'est ce potentiel énorme qu'a chacun d'aller entrouvrir des portes qui sont soit celles qu'il a construites lui, soit celles qu'il a eu la chance de rencontrer parce que quelqu'un lui a Ouais, construit une petite porte devant. C'est un ouais. parent, c'est quelqu'un qui accompagne professionnellement, c'est un collègue, peu importe, c'est une rencontre sur un trottoir. Et donc, ce monde autrement, pour moi, c'est ça. C'est Mmh. euh, c'est pas forcément, une destination ou un idéal de monde, mais c'est une opportunité de mouvement. Voilà. Mmh. Donc, Mmh. moi, j'aime bien cette idée de me dire que voilà. Et puis, tu vois, notre échange maintenant, là, Oui, c'était aussi une opportunité de mouvement. Parce que ouais. tu me poses des questions qui m'amènent à aller me déplacer, à aller peut-être voir ailleurs, à dire des choses que j'avais peut-être pas dites, ou à reformuler, ou à repenser, Mmh. Donc, c'est de l'exploration. Vraiment, Oui, ouais. Après, après ça, c'est ma vision. Oui, Parce mais que je t'ai demandé ta vision. voilà, ça veut dire que je peux comprendre aussi qu'un monde autrement, ça puisse être un monde euh, avec très peu de mouvements, recentré sur soi, où les mouvements sont doux, lents et internes. C'est pas ma façon de vivre Oui, parce que mon hédonisme est parce ailleurs. que c'est pas et puis parce que c'est pas ton énergie non plus. C'est voilà. Exactement, Donc exactement. Donc voilà, mon monde oui, autrement, oui. c'est celui-là. Il n'y a pas de. Tu veux pas imposer une manière de voir, c'est pour ça que là, tu nuances, mais c'est toi, avec ce que tu es. Et, euh, et moi, je te remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé justement ça, à la fois qui tu es, ta vision du monde, ton histoire, voilà, avec
autant d'énergie, autant de sincérité et de générosité. Vraiment, c'est le côté méditerranéen, ça. C'est le côté méditerranéen. Tu sais, on parle beaucoup, on parle avec les mains, on aime bien partager. Donc, Pour moi, c'est un chouette moment de partage. Donc, vraiment, merci. Et je suis ravie de pouvoir partager ça avec d'autres. De manière plus formelle, du coup, pour les auditeurs qui aimeraient en savoir un peu plus sur toi et tes travaux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, il y a 2 ouvrages, là, 2015-2018, qui sont dans des champs un petit peu complémentaires, donc ça peut être intéressant. Ça Tu nous dis les titres, du Voilà, coup? donc il y a un premier ouvrage qui s'appelle Construire une pratique réflexive en 2015. Et puis, donc ça qui est plutôt orienté recherche, sur ces paradigmes de recherche, c'est des produits de thèse, hein, donc c'est peut-être un peu plus compliqué, puis Oui, pour des de ta thèse. professionnels. Oui. Et puis, Oui. il y a un deuxième ouvrage qui, lui, est nettement plus accessible pour tous les gens qui interviennent dans la formation et l'accompagnement, mais Oui. avec quand même comme objet l'enseignement, qui s'appelle Diversifier ses pratiques d'enseignement, et avec des exemples. C'est une collection hyper pratique. Ça va Oui. de la maternelle à l'université, et ça décrit un petit peu tout ce que je t'ai dit en termes de principes, mais de façon très concrète. Par exemple, si on veut faire varier les formes de groupe, est-ce qu'on Oui. travaille par 2, est-ce qu'on travaille par 10? Si on veut faire varier les formes de langage, si on veut faire varier les objets, est-ce qu'on est sur des objets, un objet savoir ou un objet méta? Est-ce que, voilà. Donc, et en fait, c'est une déclinaison de toutes ces variables. Donc, très pratique, hein, parce que c'est des outils illustrés. Oui. C'est 2 pages avec 2 pages d'illustration, et puis c'est tout. Il y Oui. a 28 outils, je crois. Donc, ça, c'est très concret. Donc là, on peut retrouver un petit peu ce que je fais dans le domaine de la pédagogie. Et puis après, si on tape mon nom sur un moteur de recherche qui n'est pas vendu au grand capital, on doit pouvoir retomber sur, on doit pouvoir retomber sur mon nom avec plein d'écrits, d'articles dans plein de revues. Oui, tu contribues aussi à une revue. Enfin, tu Ouais, contribues. la Tu es revue. un Alors, fondateur de la revue. tout à fait, dans la revue de l'analyse de pratique professionnelle, là, qui est une revue gratuite en ligne, donc Oui. accessible à tous, ça fait Oui. sens, hein, et où on a beaucoup de choses centrées sur l'analyse de pratique, le développement professionnel, la réflexivité. Donc là, il y a 150 articles, je crois déjà, qui sont accessibles. Et ça, on Oui. tape revue de l'analyse de pratique professionnelle et on tombe dessus. Et il y a une vraie, très, très belle ressource, dont pas mal d'écrits, dont je suis assez content, avec Marc Thiebaud, qui est vraiment mon alter ego dans ce champ-là. Voilà. Ouais. Donc Qu'on voilà, retrouvera on peut-être. peut retrouver là-dessus. Et puis des vidéos aussi, ben, tiens, pour ceux qui voudraient Oui. aller, s'ils tapent mon nom et qu'ils tapent soit analyse de pratique, soit développement Donc, ton nom professionnel, qui est Yann Baché, parce que je ne l'ai pas donné, mais bon, de toute façon, ouais, voilà. voilà. Et là, il y a des vidéos, il y a pas mal de vidéos, dont des conférences sur l'enseignement, dont des conférences plus techniques sur l'aspect réflexivité ou sur des aspects très professionnalisants de l'accompagnement. Donc, il y a quelques conférences qui sont accessibles pour, voilà, mais qui sont plutôt orientées vers des professionnels, pas l'exercice qu'on vient de faire ensemble, qui est très agréable, mais qui va aussi sur d'autres objets, quoi, sur la Oui, question oui, de l'histoire de vie, le récit de oui, vie, oui, 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 voilà, oui. sur lesquels j'avais jamais fait de, C'est plus tes j'avais jamais, travaux, là. Tes voilà, j'avais jamais travaux. parlé publiquement de ça. Voilà, donc c'est la première. Et alors? Et alors? Comment tu te Ah bah sens? bah, là, je peux pas tricher avec les gens qui vont regarder. On en avait parlé avant, donc tu savais bien que je me pliais à cet exercice. C'est pas franchement un exercice finalement, c'est un partage, c'est un moment d'échange. Ouais. Mais allez, je vais le dire autrement. Comme on en a déjà eu plein, sauf que là, on a appuyé sur le bouton enregistrement. Oui. Donc c'est juste bien, quoi. C'est juste Ouais. très bien, quoi. Voilà. OK. C'est Je précise qu'on peut retrouver les liens, hein, du coup, hein, donc je mettrai donc dans la rubrique Le Monde Autrement les références et les liens qui te concernent pour en savoir plus. Et aussi qu'on peut retrouver une interview qu'on avait faite ensemble il y a quelques années sur ta conception du praticien réflexif et sur approche, méthode, arpège. Tu dirais quoi comme terme? Je voudrais pas déformer. c'est une. Alors, globalement, c'est mon approche dans laquelle il y Oui, a une démarche avec un dispositif, et donc un oui, dispositif qui s'appelle arpège, voilà, arpège. voilà, qui est décrit, mais c'est plutôt de l'ordre du dispositif dans une approche singulière de l'accompagnement, quoi. Voilà. Mm. Orienté réflexivité et intelligence collective, on va dire. Ouais. Voilà. Bon, bah, super. Bah, encore merci Yann. Je vous Merci à retrouve. toi, c'est Bah, chouette. je t'en prie, vraiment. C'était un chouette moment de partage. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau portrait dans la rubrique Le Monde Autrement. Voilà. À très bientôt. Et à bientôt, Yann. À bientôt, bien sûr. Salut.